Bonsoir, dans ce journal, nous reviendrons sur l'ouverture du congrès de la CFDT, la commémoration à Paris du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la disparition du sculpteur français le plus connu, César. Le sacre de Nicole Notat, la secrétaire générale de la CFDT, avait le sourire à l'ouverture de son congrès aujourd'hui. Cette fois, point de chahut et au premier rang, un auditeur très attentif. Reportage Martine Lec, Éric Janet. Nicole Notat peut bien sourire. À l'ouverture de ce congrès, elle sait déjà qu'il sera celui de sa consécration à la tête de la CFDT. Rien à voir avec le congrès de Montpellier où elle avait été longuement chahutée. Cette fois, les délégués n'ont pu qu'approuver son bilan, notamment sur la question des 35 heures. Un vieux combat pour ces délégués, un combat en passe de se réaliser. Ce sont donc plusieurs centaines de milliers de salariés, d'ores et déjà concernés par la baisse de leur temps de travail. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'embauches nouvelles ou potentielles. Ce sont plusieurs milliers d'emplois sauvés. Un discours sans surprise, si ce n'est la confirmation du rapprochement avec la CGT. Au premier rang du public, le successeur annoncé de Louis Vianney. Bernard Thibault a écouté sans sourciller Nicole Notat parler du tournant historique d'une CGT moins contestataire. Mais quant à parler rapprochement entre les deux syndicats, Bernard Thibault s'est montré beaucoup plus ambigu. Je parle de relations de travail plus conformes à la nécessité et aux besoins des salariés entre l'ensemble du syndicalisme français. Et cette question-là, pour nous, est posée avec l'ensemble des forces syndicales, pas avec telle ou telle en particulier. Malgré cette prudence, les opposants à la ligne Notat ne s'y sont pas trompés. Avec ce rapprochement, c'est une de leurs revendications qui s'écroule. Au milieu d'un concert d'applaudissements, les anti-Notat sont restés silencieux, presque inexistants. Ce congrès va durer toute la semaine, mais déjà, Nicole Notat peut crier victoire. Plus de contrôleurs en 1999, la grève continue dans plusieurs régions, même si le PDG de la SNCF a promis de nouvelles embauches dès le premier trimestre. Pour l'instant, c'est une table ronde qui permet la poursuite du dialogue. Rosane Kerlan et Joseph Tual. Déjà plus de 5 heures de discussion entre syndicats et direction. Une négociation qui pourrait durer toute la nuit. Il faut dire que les contrôleurs ont entamé aujourd'hui leur 11e jour de grève. Une centaine d'entre eux étaient d'ailleurs venus soutenir leurs collègues négociateurs en début d'après-midi. Toujours la même revendication, les contrôleurs réclament 600 postes supplémentaires. Mais ce matin, le président de la SNCF, Louis Gallois, qui présentait son budget 99, n'a pas avancé de chiffres. Nous avons indiqué que les emplois de contrôleurs seraient en 1999 vraisemblablement en croissance par rapport à 98, et je le redis, ceci étant dit, je ne peux pas décider d'un chiffre sans avoir procédé aux examens que je viens d'indiquer, et surtout sans avoir procédé aussi à l'examen de ce qui se fait dans les autres filières. La SFDT mettra un préalable à avoir quelques chiffres un peu plus précis sur le nombre de contrôleurs que l'entreprise entend mettre à disposition dès 99. Pas encore de chiffres, mais une nouvelle tendance. Après 17 ans de diminution des emplois, la SNCF a annoncé une stabilité des effectifs pour l'an prochain, soit 1500 emplois non affectés. Une partie d'entre eux serait réservée aux contrôleurs dès le premier trimestre 99. Combien? C'est ce chiffre que syndicats et direction tentent de définir. Intervention de la police à Marseille pour évacuer des antennes acédiques, un mouvement lancé par les associations de chômeurs qui demandent toujours une prime de Noël. Il y a eu quelques incidents, plusieurs personnes ont été interpellées. La guerre fait rage au Front National entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Ce matin, c'est l'un des proches du numéro 2 qui a été débarqué. Serge Martinez est démis de toutes ses fonctions. Il avait proposé dans la journée la tenue d'urgence d'un congrès extraordinaire du mouvement. De son côté, Bruno Maigret devrait tenir une conférence de presse après-demain. L'enquête après le drame, on ne connaît toujours pas la cause de l'incendie qui a fait 8 morts dans une maison de retraite à Livry-Gargan, près de Paris. Une quarantaine de pensionnaires a pu être relogés. Reportage Pierre Lacombe et Norbert Cohen. 79 pensionnaires dormaient dans ce bâtiment lorsque l'incendie s'est déclaré à 4 heures ce matin. Une série d'explosions a réveillé les voisins dont l'habitation est située juste en face de la maison de retraite.
Vous voyez les deux rangées où c'est plus noir. Alors donc les flammes sortaient à 2 étages, à 2 niveaux différents, quoi. Puis après tout de suite on a vu le toit s'enflammer, quoi. Ça sortait par le toit. Très vite sur les lieux, les pompiers ont dégagé des moyens exceptionnels pour circonscrire l'incendie et porter les premiers secours aux pensionnaires. 45 personnes sous le choc ont été évacuées. Le bilan est lourd. 8 femmes âgées de 78 à 94 ans ont péri dans les flammes. 24 retraités ont été blessés, 11 grièvement. Les familles des victimes sont arrivées à 6 h du matin. La plupart ont appris le drame à la radio. Nous l'avons appris par un ami qui nous a téléphoné parce qu'il l'avait appris par la radio. On nous a dit d'aller à la mairie, nous sommes allés à la mairie et depuis 6h30 ce matin nous sommes à la mairie. Vous voyez quelle heure il est, je crois 9h30. On vient seulement nous donner la liste des personnes qui sont décédées, de celles qui ont été transportées à l'hôpital et les autres personnes soi-disant sont là, mais on n'a pas le droit de les voir. L'émotion très vive des familles a été relayée un peu plus tard dans la matinée par le secrétaire d'État à la Santé. Bernard Kouchner s'est rendu sur les lieux du drame pour exprimer au nom du gouvernement toute sa solidarité. C'est en effet un drame pour les victimes, bien sûr, pour leurs familles, et je suis venu leur apporter le soutien et la solidarité du gouvernement. Que ces tragiques événements, ces incendies qui se passent l'hiver dans des maisons où on doit au contraire porter assistance et sécurité et tendresse aux personnes âgées, sont toujours des crève-cœurs. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux les plus proches, les autres résidents transférés dans un bâtiment annexe. L'enquête devra maintenant déterminer quelle est l'origine de ce dramatique incendie. C'est à Paris que le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est célébré. Une première cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à l'UNESCO et c'est Jacques Chirac qui a prononcé la première allocution. Un extrait. Les vieux démons, surgis par exemple au moment de l'affaire Dreyfus, ne sont jamais complètement morts. La tentation de l'extrémisme, les fantasmes xénophobes se nourrissent de la peur de l'avenir, de l'inquiétude face à des changements que l'on ne maîtrise pas, de la crainte diffuse que le train de la modernité et du progrès vous laisse sur le bord de la route. Il revient aux politiques de prendre en compte ces craintes et d'y répondre. Il lui revient, ainsi qu'à l'ensemble du corps social, de rester vigilant. En matière de racisme, l'intransigeance doit être la règle. Et le président de la République qui recevra d'ailleurs demain à déjeuner plusieurs personnalités, dont le Dalai Lama. Un bilan en tout cas très mitigé après 50 ans. Beaucoup d'articles de cette déclaration universelle des droits de l'homme restent d'actualité. Florent Muller évoque les faits les plus marquants. L'adieu à César, homme du Sud. Le sculpteur avait gardé beaucoup d'amis à Marseille, où il est né, et à Nice. César avait souvent expliqué que son art était très inspiré par ses origines. Reportage Chantal Fazy et Gérard Pillot. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu fais le médecin. N'est-ce pas? C'est des lèvres. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lèvres. Un peu frondeur, un peu provocateur, César a tout au long de sa carrière sculpté, inventé, façonné toutes sortes de matériaux. Mais c'est en 1960 qu'il a réalisé ses premières compressions. Carton, bidon, cajots, mobylettes. Il compressait alors tout ce qu'il voyait. Moi, je suis devenu sculpteur parce que j'étais pauvre. Donc j'ai utilisé des matériaux de récupération. Tout ça, c'est des matériaux de récupération. Ça, ce sont des pales de réacteurs. Viennent ensuite les expansions, les autoportraits, puis les empreintes de fragments du corps, comme ici le fameux pouce installé à Acropolis et depuis décliné à l'infini. L'art contemporain a perdu un grand créateur, un très grand créateur. Dans le monde de l'art moderne, il y a différentes sortes de créateurs. Il y a ceux qui cherchent une idée et qui l'exploitent toute leur vie. César fait partie de ces créateurs qui ont toujours cherché à régler leurs problèmes avec l'art et qui ont toujours innové. Très attaché à Nice et à sa région, César s'y était installé pendant de nombreuses années. Il y avait d'ailleurs gardé une maison et de nombreux amis. Ces derniers temps, je lui faisais des photos. J'avais photographié tous les endroits du coin, je les lui envoyais. Alors il était content à l'hôpital de recevoir ça. Et j'ai dit, te rappelles à tel endroit, parce qu'on a fait des trucs, des parties de rigolade terribles, parce que tout finissait en rigolade. Hein. Puis alors des repas homériques. Hein. Des repas que l'artiste aimait tout particulièrement confectionner, n'hésitant pas à donner des recettes et des conseils à ses amis chefs cuisiniers.
Je me rappelle, il avait fait ses pâtes et moi j'avais mis dans la sauce à la fin des pâtes, j'avais mis quelques anchois. Alors, il m'avait dit, tu me les gâches. Pour nous, c'est une part de jeunesse que l'on perd avec lui. Les marchés financiers, une hausse ce soir à Wall Street et une hausse également aujourd'hui à Paris. Un coup d'œil sur les indices. Avant notre revue de presse, les commentaires de notre dessinateur ce soir, Deline, qui revient sur le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une déclaration qui n'impressionne pas certains dictateurs. La une maintenant de vos quotidiens, revue de presse préparée par Alain Dévé. Silence, on purge. Comme l'écrit le Populaire du Centre, la guerre fait rage au Front National et la chasse aux sorcières maigrettistes bat son plein. C'est une véritable bagarre de chiffonniers. Et tel le dieu Chronos, Le Pen dévore ses enfants, constate Philippe Reynard dans L'Éclair des Pyrénées. Mais pour Jacques Camus de La République du Centre, cette crise a du bon, car elle révèle le vrai visage du Front National, qui n'est peut-être rien d'autre qu'un monstre à deux têtes. Quoi qu'il en soit, conclut Gilles D'Auxerre dans Lyon Républicaine, Maigret ou Le Pen, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet, alors qu'importe qu'ils se dévorent. Ironie du sort, mais aussi joli pied de nez, alors que Maigret et Le Pen se déchirent lamentablement, les droits de l'homme, eux, fêtent leur 50e anniversaire. Le bien public rappelle que c'est un combat quotidien. Oui, explique Christophe Deroubet dans l'Humanité, des progrès ont été réalisés, mais il reste encore de nombreux droits à conquérir. Et le droit au travail, par exemple, et la Marseillaise revient sur les incidents qui ont marqué les manifestations de chômeurs. Des manifestations légitimes pour Laurent Geoffrin de Libération. Si on se place sur une longue période, sur 15 ans par exemple, le niveau de vie des chômeurs a baissé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait moins de chômeurs, ils étaient beaucoup mieux indemnisés. Et dans les années 80, ce montant d'indemnité a baissé. Et donc les améliorations qui ont été faites récemment, en fait, quand vous regardez bien, c'est un rattrapage. Et il semble que ce rattrapage ne soit pas encore suffisant pour assurer un niveau de vie suffisant, enfin décent, à des gens qui sont maintenant beaucoup plus nombreux et dont la nature change. Il y a une nouvelle pauvreté, parce qu'il y a un chômage de masse. Donc ça augmente sur le plan quantitatif, mais la population change. Il y a un changement de qualitatif profond. C'est plus les mêmes gens. Et donc les services sociaux ont plus de mal à les appréhender. Et donc tout ça explique, au fond, que maintenant, ça risque de devenir récurrent. Enfin, j'ai relevé deux informations intéressantes. D'abord, d'après l'Est républicain, les juges s'apprêteraient à renvoyer avant Noël devant le tribunal correctionnel Roland Dumas et Christine Devier-Joncourt. Et puis la Charente Libre annonce à la une que la centrale nucléaire de Civaux connaît de nouveaux problèmes de fissures dans le circuit de refroidissement, inquiétant tout de même. Voilà, et puis il faut vous préciser que ce journal plus court a été réalisé dans des conditions tout à fait inhabituelles. Depuis une semaine maintenant, les monteurs et plusieurs catégories de personnel technique de la rédaction nationale sont en grève. Prochain rendez-vous avec la rédaction le 12-13 vous sera présenté par Catherine Matauche. Très bonne fin de soirée. Merci. Vieille canaille. Tout de suite sur France 3. Allez, tire, Charlie. La ménopause, cauchemar ou nouvelle vie? L'idée de la ménopause me contrariait beaucoup. On avait un petit dîner ensemble, donc elle est arrivée en larmes avec un mari qui nous disait « Ah oui, la ménopause, je ras-le-bol de la ménopause ». Pour toutes, arrive un jour le grand chambardement hormonal et un défi. Mon mari me disait toujours « Ma femme, faites le feu ». Dénicher le bon côté de la ménopause. Comment ça va? Mardi à 23h25 sur France 3. Il l'a rencontré au tire-fesse. Dans ses yeux, il y avait de la tendresse. Il avait trouvé sa tigresse. Mais... gâcher une belle histoire à cause d'une voiture, c'est bête. D'autant que chez Citroën, Saxo Bic est à partir de 49 900 francs.
Cet hiver, succombé au coup de foudre Citroën. A-t-elle les reins solides? Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Méga Fiesta. 100 tubes pour faire la fiesta. Méga Fiesta, c'est 4 CD, 100 tubes à un prix exceptionnel. Méga Fiesta, pour faire la fête à 100%. On se retrouve. Oui. Pour savoir à qui appartenait ce numéro de téléphone, Jacques a fait 3617 annule le numéro à l'envers. Comment s'appelle-t-il? Combien ça coûterait? 50 000 $. Un prix d'amis pour s'offrir James Mason. Le professionnel saisit l'occasion et réfléchit ensuite. Est-ce que la mort vous effraie? Le professionnel ne se pose pas ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille. Avec Marcel Bozuffi, Michael Caine et Anthony Quinn, Cadence infernale. Marseille Contrat, jeudi à 20h55 sur France 3.